le secret professionnel apparaît dans le corpus juridique dans un texte de répression pénale. Car finalement, nous n'avons pas de texte qui nous dise voilà ce qu'est le secret professionnel. Nous avons un texte qui dit voilà la peine qu'il faut appliquer lorsque le secret professionnel est violé. Autrement dit, le secret professionnel n'est que la matière éventuelle, lorsqu'il est violé, lorsqu'il n'est pas respecté, d'une infraction. Ce qui permet à Garçon de dire le secret professionnel est quelque chose de si important que le fait de ne pas le respecter constitue une infraction pénale. C'est la raison pour laquelle il parle de bon fonctionnement de la société, on dirait en termes plus contemporains, d'ordre public. Et puis, il y a aussi cette comparaison qu'il ne faut pas négliger, car elle va être par la suite l'objet sans doute d'une capitis diminutio du secret professionnel, le parallèle entre le prêtre confesseur et l'avocat récipiendaire de confidence. Nous sommes en 1810 et même si la Révolution est passée par là, la France reste un pays profondément catholique où la confession a encore un sens. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait le cas aujourd'hui, mais en réalité c'est une autre période. Et il faut donc que le catholique, qui a un confesseur astreint à un secret, le secret de la confession, dans la tradition religieuse, est quelque chose de très fort, eh bien, il y a donc ce parallèle qui se fait tout à coup avec l'avocat, qui, somme toute, pour des raisons peut-être plus historiques, plus immédiates, plus contemporaines, mais assez semblables, reçoit la confidence de la faute comme le prêtre reçoit la confession du péché. Seulement, ce que l'on voit là, c'est qu'il n'y a pas non plus de définition qui pourrait avoir donné un éclairage sur ce qui est secret et ce qui ne l'est pas. On a le sentiment qu'au fond, tout est secret. Tout ce qui est dit au prêtre en confession est secret parce que c'est la confession, et de la même façon, tout ce qui serait dit à l'avocat dans le cadre d'un entretien quel qu'elle soit, serait lui aussi secret. Et puis il y a cette formule qui me paraît également inquiétante. Je vous ai tout à l'heure, à propos de l'évocation des vieux textes romains ou de l'Ancien Régime, parlé de cette obligation de discrétion, c'est-à-dire de ce conditionnement d'un comportement personnel. Émile Garçon parle d'astreinte. Les avocats, confidents nécessaires, sont astreints à la discrétion. Le silence leur est imposé. Autrement dit, il s'agit, là encore, d'un phénomène qui concerne l'attitude de l'avocat. Rien n'est dit sur ce qui est susceptible d'être couvert par le secret, sur ce qui peut être dit, sur ce qui ne doit pas l'être. L'avocat est astreint à une attitude particulière qui est le silence. Et l'intérêt général, et c'est là que nous sommes finalement dans une situation qui me paraît avoir été à l'échelon de l'histoire une forme de malentendu, peut-être de quiproquo, ce n'est pas parce que la violation du secret professionnel est l'objet d'une incrimination pénale, celle jadis de l'article 378, celle dans le nouveau code pénal de 1994 de l'article 226-13, que pour autant ce secret professionnel vise autre chose que l'indiscrétion de l'avocat. Et la question se pose de savoir quelle est en réalité la portée de ce secret professionnel. D'abord, pendant tout le 19e siècle, presque pendant tout le 20e, vous allez le voir, il n'y aura d'autres références textuelles du secret professionnel que l'article 378 ou 226-13, mais tardivement en 1994 du Code pénal. Et la question se pose de savoir, mais enfin, nous devons être discrets, soit, mais que faut-il cacher? L'avocat doit se taire, mais est-ce qu'un tiers a la possibilité
de surprendre la confidence qui est la sienne, celle dont il est récipiendaire et dont lui ne parle pas. Car c'est ça la problématique d'aujourd'hui. Que l'avocat doive se taire, c'est une chose, mais je dirais d'une manière un peu imagée, que l'avocat se taise, soit, mais a-t-on pour autant la possibilité d'écouter à sa porte? L'obligation de discrétion qui est celle de celui qui reçoit la confidence est-elle universelle? Vaut-elle erga omnes? S'impose-t-elle à un tiers qui n'a pas reçu la confidence, mais qui pourrait la surprendre soit par hasard, soit d'une manière volontaire et organisée? Et là, je dois vous parler d'un arrêt qui va vous rafraîchir l'âme un peu, parce qu'après, ça va quand même curieusement se dégrader, qui est un arrêt du 9 septembre 1897. J'aime cet arrêt d'abord parce qu'il répond un peu à tout ce que l'on voudrait voir en œuvre aujourd'hui, et aussi parce que il montre d'où l'on vient. Et d'où l'on vient, la question est la suivante. Dans cet arrêt, un avocat recevait une lettre, puisque nous sommes en 1897, ni mail ni téléphone, recevait une lettre d'un détenu qui n'était pas son client. Et il était d'autant moins son client qu'il lui demandait à cet avocat de devenir son défenseur. Donc, lettre de désignation. Et dans cette lettre de désignation, le détenu disait aussi qu'il serait judicieux de transmettre à l'un de ses bons camarades quelques instructions de manière à ce que les objets qui se trouvaient dans la grange au bout du village fussent mis en sécurité, c'est-à-dire en dehors de portée du juge d'instruction. Et, pour finir le tout, la lettre était sortie de prison d'une manière illégale, c'est-à-dire pas par le courrier ordinaire. Aujourd'hui, la question ne poserait pas l'ombre d'un doute. Eh bien, en 1897, lorsque la nullité de la saisie de cette lettre a été posée, savez-vous ce qui a été répondu? Sur le premier point, on a dit que les lettres missives adressées par les accusés, prévenus, inculpés, comme on disait à l'époque, peu importe, adressées à leurs avocats, ne pouvaient être interceptées par personne en aucune circonstance. On a dit qu'il importait peu que le destinataire de la lettre, avocat de son État, n'ait pas encore été désigné par ce détenu qui n'était donc pas encore son client, de telle sorte que la relation avocat-client pouvait en soi être discutée, puisque le signataire de la lettre pouvait être considéré, et je connais un certain nombre de juges qui aujourd'hui le tiendraient pour acquis, comme n'étant pas le client de l'avocat en question. Troisième point, il importait peu, disait l'arrêt, que la lettre ait été subrepticement adressée par des voies postales un petit peu obliques. Quelle générosité! Et enfin, que la dite lettre ait renfermé des instructions coupables n'avait aussi aucune importance, puisque pour connaître les instructions coupables, il fallait lire la lettre, et que pour lire la lettre, on était en contradiction avec le premier point, puisque le premier point, c'était qu'une lettre adressée par un justiciable à un avocat a été couverte par un secret absolu. C'était le bon temps. Et cette affaire a longtemps guidé les esprits, et sur le fondement de cette vieille jurisprudence, l'idée que le secret professionnel ait pu être considéré comme général, absolu et illimité n'était somme toute pas absurde du tout. Car en résumant les choses à l'épure du contenu intellectuel, on était visiblement dans un secret professionnel de cette nature-là. Mais je voudrais également vous faire un parallèle de date. Arrêt, vous disais-je, du 9 septembre 1897. Intervient le 8 décembre 1997 la loi qui,
entrant en vigueur au 1er janvier 1898, va révolutionner la procédure pénale en introduisant l'avocat dans le bureau du juge d'instruction. Jusqu'alors, l'avocat était l'homme, je dis l'homme au sens générique, mais pas seulement, puisqu'il n'y avait pas encore de femme avocate en 1897. Jusqu'alors, l'avocat était l'homme du dernier moment, de l'épiphénomène procédural. Il arrivait après que l'instruction eût été close. C'était fini. C'était l'homme de la plaidoirie. Là, tout à coup, il intervient dans le cabinet du juge d'instruction. Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que si l'avocat intervient lorsque l'instruction est bouclée, quoi que lui dise celui qu'il va défendre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le dossier est bouclé, si j'ose dire, les carottes sont cuites. On n'a pas besoin d'aller surprendre une confidence pour suppléer une sorte de défaillance de la preuve. Et ce qui va probablement gouverner la suite des choses, pas immédiatement, mais avec un certain temps de retard, c'est précisément l'arrivée de l'avocat dans le cabinet d'instruction. Car lorsque l'avocat arrive, dès l'inculpation, puisqu'on l'appelait comme ça à l'époque et pour encore un bon bout de temps, dès l'inculpation, tout n'est pas encore arrêté. La confidence surprise peut être précisément ce qui va boucler l'instruction, ce qui va remplir le dossier d'une preuve utile et applicable. Toujours est-il que cet arrêt de septembre intervient donc presque jour pour jour, 3 mois avant cette nouvelle loi, et qu'au fond il est inspiré par un état de la procédure où l'avocat n'est pas gênant, tout simplement parce qu'il n'est pas là et qu'il intervient au moment du procès. Tout au long du XXe siècle, on va peu ou prou rester sur cette ambiguïté de ce secret absolu, sur l'esprit de l'arrêt de septembre 1897. Vous savez, les choses sont lentes à évoluer. La garde à vue, par exemple, a été codifiée en 1958. Savez-vous quand elle est née, la garde à vue? En 1898. Pourquoi en 1898? Parce que, et c'est toute la problématique de notre procédure, parce que comme l'avocat arrivait en 98 aux côtés de l'inculpé chez le juge d'instruction, il fallait trouver en amont une situation où on eut la liberté d'être dans ce sympathique colloque singulier entre policiers et suspects, où finalement la vérité apparaît beaucoup mieux et beaucoup plus spontanément que lorsqu'un avocat est aux côtés de celui auquel on reproche quelque chose et à qui ce complice du crime va souffler des réponses qui vont semer le doute dans l'esprit de ceux qui seraient susceptibles de le condamner. Eh bien, de la même façon, il y a un certain temps de latence sur le terrain du secret. Marche pas, un certain temps de latence sur le terrain du secret, et pendant le XXe siècle, au moins pendant la première partie du XXe siècle, on va considérer que le secret est à peu près absolu, même s'il y a ici ou là quelques hésitations de la Cour de cassation. On admet notamment que l'avocat ne peut pas témoigner, enfin, peut refuser de témoigner, mais ça, c'est pas nouveau. C'est la vieille règle romaine. C'est l'absence d'apport volontaire par l'avocat d'éléments qu'il a reçus sous le sceau de la confidence. Il va y avoir néanmoins, dans cette première partie du XXe siècle, quelque chose dont il faut que nous gardions mémoire, car vous allez voir que bien longtemps après, ça va ressurgir, et que je pense que cette problématique n'est pas encore définitivement réglée. La Cour de cassation, dans la première partie du XXe siècle, va estimer que, néanmoins, le corps du délit peut être saisi au cabinet de l'avocat. On verra tout à l'heure qu'il y a d'autres textes qui disent que, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. J'avais envie de dire, tu parles. Mais déjà, dans cette première moitié du XXe siècle, où une certaine conception
généreuse du secret professionnel prévaut, il y a cette exception que le corps du délit ne peut pas être couvert par le secret professionnel puisqu'il peut être saisi dans le cabinet de l'avocat. Donc le secret professionnel, peu à peu, se définit. Il n'est pas absolu, bien sûr, puisque l'avocat le reçoit, à charge pour lui de choisir au sein des confidences qui lui sont faites ce qu'il doit rendre public et ce qu'il doit laisser caché. Car en réalité, le dialogue avec le client n'est pas un papotage à dimension ou à finalité psychologique. C'est un échange destiné à fournir une matière à la défense, et l'avocat, dans ce qu'il reçoit, va retranscrire, lorsqu'il plaide notamment, un certain nombre d'éléments de confidence. Donc ce secret n'est pas absolu, puisqu'il puise à l'intérieur de ce secret pour défendre. Et puis, il y a aussi le fait que l'avocat peut s'affranchir du secret s'il s'agit d'assurer sa propre défense. Et ça, c'est